sur le crime principal. Gardez à l'esprit que même lorsqu'on plaide la légitime défense, on ne prétend pas ne pas avoir tué quelqu'un. Ils disent simplement « Je ne suis pas pénalement responsable parce que j'ai dû tuer cette personne pour sauver ma vie ». Certaines des affaires les plus tordues à enquêter. Le défunt de mon mari est en train d'essayer d'obtenir ma maison. Il est raide et il est blessé. Il m'a dit à plusieurs reprises que tout irait bien tant que je cachais les couteaux à steak. Il n'a pas caché les couteaux à steak. Des cas difficiles à trancher. As-tu vu quand le coup de feu est parti? Je l'ai juste entendu. D'accord, donc on peut dire que tu n'as pas vu où se trouvait l'arme quand le coup est parti. C'est exact. Les récits ne concordaient pas du tout. Chaque témoin a donné une version différente. La façon dont la loi est appliquée et la manière dont nous l'avons plaidé, ce n'est pas tant la façon dont le grand public perçoit ce moment, mais plutôt comment lui, il a perçu ce moment-là. Les affaires de légitime défense qui ont divisé tout le monde. Kelly a été coupable? Non coupable. Peu importe. Le résultat final a été tragique pour les deux parties. Salut à tous, je suis Jesse Weber. Chez Prime Crime, nous avons récemment couvert certaines des affaires de légitime défense les plus controversées. Des histoires qui vous laissent vous interroger sur ce qui s'est passé, sur qui dit la vérité. En évoquant la légitime défense, même si la loi varie selon les États, il s'agit de déterminer si une personne est légalement justifiée à employer une force raisonnable pour se protéger ou protéger autrui d'une blessure grave ou d'une mort imminente causée par autrui. Mais répondre à la question de savoir si un homicide est justifié, comme vous allez le voir, est loin d'être simple. Je ne sais pas, mon mari est mort. Il y a eu une tragédie chez moi. Le matin du 12 janvier 2019, les opérateurs reçoivent un appel paniqué d'une femme à Winter Park, en Floride. Parce qu'il est raide, il est blessé, peut-être une crise cardiaque, je ne sais pas. C'est la voix de Daniel Redlick, 45 ans, qui dit avoir découvert son mari, Michael Redlick, 65 ans, mort sur le sol de leur maison. En fait, il était en train de m'étrangler et d'essayer de m'étouffer en premier. J'ai pris le couteau et il a crié « Tu vas me poignarder ?» Il l'a attrapé et l'a fait. Il n'avait pas besoin d'émotion, il s'est poignardé. Je me suis précipitée dans la salle de bain. En sortant, je l'ai vu allongé dans une mare de sang. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut revenir au début inhabituel de la relation entre Daniel et Michael. J'ai rencontré Michael pour la première fois en 1996. Il venait au terrain de golf et disait « Je crois que je suis amoureux de cette femme, Kathleen, mais elle est en train de mourir d'un cancer. Je crois que je vais l'épouser. Tu vas l'épouser? Oui, ses avantages sociaux sont terribles. Elle va avoir de meilleurs traitements, de meilleurs soins. Et c'est pour ça qu'il... C'est pour ça qu'il a épousé Kathleen. Je suis sûr qu'ils étaient amoureux, mais il voulait surtout l'aider. Après le décès de Kathleen, Mike subvenait en gros aux besoins de deux des enfants de Kathleen, Daniel et son petit frère. Michael Redlick était un cadre pour différentes équipes sportives. Il occupait un poste important, réussissait et gagnait bien sa vie. À un moment donné, la relation a commencé. Il a épousé sa belle-fille. Nous l'avons mis en garde contre ça. Genre, à quoi tu penses? D'une certaine manière étrange, c'est une histoire d'amour que la plupart des gens n'approuveraient pas, mais c'est devenu une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour. Eh bien, c'est la plus grosse erreur que Mike ait faite dans sa vie. Avançons de 15 ans, Michael est mort et Daniel est emmené à l'hôpital pour être évalué. La police lui rend visite pour essayer de reconstituer exactement ce qui s'est passé ici. Nous voulons simplement obtenir des informations sur ce qui s'est passé. Si vous acceptez de nous parler, ce serait bien. Je suis tout à fait disposée à dire ce qui s'est passé. Vous voulez que je décrive ce qui s'est passé? Dites-moi tout ce que vous souhaitez partager.
Jeudi, mon mari était très agressif et bouleversé. Au début, la relation allait bien, mais avec le temps, il y a eu des accusations de comportement contrôlant et qu'il avait un problème d'alcool. Il me suivait partout dans la maison et j'essayais de ne pas réagir. Je me suis enfermée dans la salle de bain. Il a défoncé la porte. Il me faisait peur. Alors j'ai décidé de partir. Et il buvait beaucoup. Je ne suis pas scientifique en fusée, mais attends. Il y a 8 bouteilles de vin vides dans la poubelle. Mike n'aimait pas le vin. Donc ces bouteilles ont été vidées par quelqu'un d'autre que Mike. Nous avons eu quelques problèmes l'année dernière. En gros, il m'a trompée et ça a été une histoire longue et compliquée. Et j'ai trouvé une série d'emails où il entretenait une relation avec une autre femme, ce qui m'a complètement anéanti. Mike essayait de comprendre et il devait sûrement aller à certaines réunions avec Hélène à ce moment-là. Et en chemin, il a rencontré une femme. Ils sont devenus amis. Amis, c'était quelqu'un avec qui il pouvait parler de la façon de gérer sa femme. Il n'y a eu aucune infidélité de la part de Mike. J'en suis convaincu. Il a trouvé un message d'un autre homme qui m'était adressé. Ça l'a vraiment mis en colère. C'est là que tout a commencé à mal tourner dans le mariage. Elle s'est plainte qu'en conséquence, il était à la fois violent physiquement et émotionnellement. Les enquêteurs continuent de parler avec Danielle à l'hôpital, où elle affirme que Michael était agressif et intimidant. Il a continué sa journée de vendredi au travail et j'ai continué la mienne. J'ai reçu quelques messages de sa part pendant la journée. Nous avons assisté ensemble au match de football de notre fils. Après le match de football, il s'est servi un autre verre très chargé et tout a commencé ainsi. Et il a commencé à déverser sa colère. Je ne réalisais pas à quel point il y avait de la rage en lui. Elle avait déjà déposé une plainte auprès de la police contre Michel pour violence domestique. Et à cause de cela a amené Crémas à affirmer plus tard qu'elle craignait pour sa vie et que Michel recommençait. Mais Danielle commence à se refermer. Je pense que c'est à peu près tout ce dont je me sens à l'aise de parler pour l'instant. Comme Danielle ne donnait pas beaucoup d'éléments à la police, quelques jours plus tard, ils sont retournés chez les Redlick, cette fois munis d'un mandat. Papa, tu peux éloigner les enfants? Oui, oui. Occupe-toi juste des enfants. Daniel, je veux juste te parler, d'accord? Pour l'instant, tu n'es pas en état d'arrestation, mais on t'a simplement immobilisé pour notre sécurité. Nous avons un mandat pour perquisitionner ta maison et prélever ton acide désoxyribonucléique. Pendant que le détective prélève l'échantillon d'acide désoxyribonucléique, Daniel semble choqué d'apprendre ce que les enquêteurs pourraient penser. 2 écouvillons buccaux, des échantillons de salive de Daniel Justine Redlick, qui sont considérés comme des preuves pertinentes pour démontrer qu'un crime grave a été commis. L'enquête sur la mort et le meurtre au second degré concerne la personne. Vous dites que lors d'une réanimation, si la salive est impliquée, c'est un meurtre au second degré. Non, je prélève des échantillons de salive sur vous. À cause de la réanimation? À cause d'autres preuves que nous avons recueillies. Elle a essayé la réanimation cardio-pulmonaire et n'a pas trouvé son téléphone pour appeler le 911. Je pense que c'est quelqu'un qui danse et qui change l'histoire autant qu'elle le peut. Donc vous êtes en train de dire qu'une fois que cet acide désoxyribonucléique sera confirmé comme étant le mien, je serai accusé de meurtre au second degré. C'est bien ce que j'entends? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que je prélève ceci pour qu'il soit analysé. Pour ce que nous avons prélevé dans la maison, nous devons pouvoir différencier votre acide désoxyribonucléique de celui de votre mari. Danielle ne savait pas que d'autres personnes avaient remarqué depuis longtemps des problèmes entre elle et Michael. Des problèmes qui deviennent essentiels pour comprendre la complexité de cette affaire. Tout le quartier sait qu'ils se disputaient au moins verbalement et physiquement devant la maison. La police interroge les voisins des Redlick et découvre davantage sur leurs relations difficiles. Nous sommes très conscients des disputes, des querelles et de ce genre de choses. La plupart du temps, c'était des cris l'un contre l'autre, mais c'était surtout elle qui criait sur lui. Est-ce que c'était verbal ou physique? Les deux. Ce n'était pas de sa part. D'accord. Quand c'est physique, qu'as-tu vu? Le giblette au visage. Certains d'entre nous ont vu des dangers là-bas.
Si tu m'avais demandé il y a 6 ans si j'avais des amis dont le conjoint était capable de les tuer, j'aurais dit seulement une, et ce serait Daniel. Comment décrirais-tu Michael? Il a toujours semblé très détendu. Je n'ai jamais vu la moindre forme d'agressivité ou quoi que ce soit. Et comment décririez-vous Daniel? Volatile, mais je ne sais pas ce qui s'est passé derrière des portes closes. Puis les détectives apprennent qu'il y a déjà eu des altercations avec les Redlick par le passé, y compris l'année précédente lorsque Michael a en fait appelé le 911 à propos de Daniel. 911, police, pompiers ou aide médicale? Nous avons besoin d'une voiture. Une femme est actuellement dangereuse pour elle-même et les autres. Mon intention en appelant le 911 était de lui montrer que, regarde, je ne vais pas t'abuser. Je ne vais pas te frapper, mais j'en ai assez. Tu ferais mieux d'aller dans la chambre. S'il te plaît, entre. S'il te plaît, va dans la chambre. Tu veux bien arrêter, très bien. Je te rappelle dans 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas? Bonjour. On peut imaginer qu'en situation domestique, quelqu'un voyant sa femme agir de façon folle appellerait la police. Ne connaissant pas ses intentions, ils n'ont pas appelé la police immédiatement et on dit qu'ils rappelleraient, mais il ne l'a jamais fait. Les détectives cherchent un autre point de vue sur la relation et interrogent les enfants du couple. Est-ce qu'ils se sont déjà disputés au point que vous les ayez vus se battre, physiquement? Oui, ils se bousculent. Avez-vous déjà vu quelque chose de plus que de simples bousculades entre eux deux? Des griffures. D'accord, qui grifferait qui? Je suppose que ma mère, mon père, lui, repousserait. Les enquêteurs en apprennent alors encore plus sur le mariage troublé de Michael et Daniel grâce à leur fille, Jaden, âgée de 15 ans. Mes parents étaient séparés. Ils ne sont évidemment pas divorcés, mais c'est comme une famille. On a traversé beaucoup de choses cette année. Je sais qu'ils se sont disputés vivement cette semaine à propos de quelque chose. Mon père est parti de la maison en avril de l'année dernière et il est revenu, je crois, fin octobre. Ils ont toujours eu une relation en dents de scie depuis, je pense, 5 ou 6 ans. Lors des confrontations physiques que tu as pu observer par le passé, qui était le plus agressif? Contact physique. Ma mère. Je ne l'ai jamais vue blesser ma mère physiquement. Il est rare qu'une fille accuse sa mère d'être la violente, mais c'est ce qui s'est passé ici. La seule fois où j'ai vu une marque sur le visage de mon père, c'était après une dispute avec ma mère qui portait une bague. L'a-t-il déjà frappé ou laissé des marques? Elle? Je crois que oui. Je me souviens que ma mère disait que mon père l'avait poussée. Penses-tu que la poussée était de la légitime défense parce qu'elle s'en prenait à lui ou bien parce qu'il était en colère contre elle? Peut-être les deux. Il m'a dit à plusieurs reprises, « Tout ira bien tant que je cache les couteaux à steak. » Je conduisais de Charlotte jusqu'à Cleveland quand j'ai reçu un appel d'un bon ami à moi qui m'a appris ce qui s'était passé. Ils ont dit qu'il avait été retrouvé mort. J'étais sous le choc, mais en même temps, je n'étais pas surpris. Oh mon Dieu, il n'a pas caché les couteaux à steak. Alors que les détectives enquêtent, l'histoire de Daniel sur l'auto-poignardement de Michael est-elle crédible? En 2019, les enquêteurs interrogent Daniel Redlick sur la mort de son mari et ex-beau-père, Michael Redlick. Daniel a appelé le 911 pour signaler une possible crise cardiaque de Michael. Elle a ensuite suggéré qu'il s'était peut-être poignardé lui-même. Et ce que la police s'apprête à découvrir rend la situation encore plus confuse. Michael a reçu un coup de couteau à l'épaule. À l'origine, c'était une scène de crime sanglante, mais quand les enquêteurs sont entrés, ils ont senti du désinfectant et de l'eau de Javel. Il était évident que le mari s'était vidé de son sang. Il y avait des preuves qu'elle avait même tenté de nettoyer. Au moment où ils sont arrivés, et étant donné que les blessures avaient séché, cela a amené les enquêteurs à penser que cela s'était produit des heures avant qu'elle n'appelle le 911. Et revenons à cet appel au 911 que Daniel a passé après le coup de couteau. Il y avait un détail important qui a attiré l'attention des enquêteurs. Venez-vous juste de le trouver? Non, en fait. C'est arrivé la nuit dernière. L'avez-vous vu hier soir? Allait-il bien? Ou était-ce...
N'allait-il pas bien la nuit dernière? Nous avons eu une altercation. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'elle a attendu 11 heures avant d'appeler la police après ce qui s'est finalement avéré être une altercation entre les deux. Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas appelé la nuit dernière? En liberté conditionnelle, j'avais peur et pensais que personne ne me croirait. Son histoire initiale était qu'il s'était suicidé. D'accord. Donc, si ton mari se suicide, pourquoi n'appellerais-tu pas le 911 tout de suite? Pourquoi est-ce que tu manipulerais des preuves? Pourquoi n'appellerais-tu pas les secours pour voir ce que tu pourrais faire pour le sauver? Environ un mois après la mort de Michael Redlich, Daniel est officiellement arrêté et accusé de meurtre et de manipulation de preuves. La plupart d'entre nous pensions, vous savez, que c'était une affaire béton et qu'elle allait être reconnue coupable. Au pire, ils pourraient la laisser plaider coupable à une accusation moindre. Cette option existait. Daniel a refusé l'accord pour homicide involontaire impliquant 10 ans de prison. Daniel commence à introduire l'idée de la légitime défense. Il y a certaines preuves qu'il continue d'obtenir, mais ce ne sont que des choses qu'ils ont prises dans son bureau quand il écrivait des notes sur le moment où j'avais demandé le divorce. Michael était si en colère qu'il tenait un registre de certains faits, juste par vengeance, comme « Aujourd'hui, Daniel a fait ceci ». Et c'est comme toutes ces choses que Spolage m'a faites. Je préfère ne pas trop en dire, mais il a fait quelque chose de très grave plus jeune. Il tente de le cacher. Elle pensait évidemment pouvoir convaincre un jury qu'elle croyait craindre pour sa vie. Elle pourrait exploiter le passé de Michael contre lui. Il a ensuite répandu des rumeurs avec des collègues qui ne me connaissent même pas, disant « Daniel avait des problèmes ». Pendant ce temps, ce fils de Paquin se bourre la gueule, me frappe aussi les enfants. Il s'en prend à moi. Beaucoup de gens ne se manifestent pas car ils n'ont rien vu. Personne ne voit sur l'abus. J'ai été abusée mentalement, psychologiquement et sexuellement. Je ne plaisante pas. Oh là là, c'était un vrai génie manipulateur. Juin 2022, les procureurs se préparent à traduire Daniel Redlich en justice pour meurtre au second degré et altération de preuves. Juste au moment où il semble que l'affaire ne pourrait pas devenir plus intense, regardez ce qui va se passer ensuite. Cet accusé a planté un couteau dans l'épaule de Michael Redlich, ce qui l'a fait saigner à mort. La maison dans laquelle elle se tient ressemble à quelque chose sorti d'un film d'horreur. La preuve la plus solide de l'accusation lors du procès était l'argument selon lequel manipuler la scène du crime, cacher le crime, démontre un esprit coupable. Cet accusé a tout fait pour éviter d'assumer la responsabilité de ses actes. Les preuves montreront qu'elle a entrepris une tentative importante mais infructueuse de nettoyer la scène. L'alibi de Daniel n'a jamais eu de sens. Elle a évoqué la légitime défense seulement après avoir d'abord affirmé que Michael avait eu une crise cardiaque ou s'était poignardé lui-même, ce qui est très étrange. D'après toutes les informations que vous aviez de l'appel au 911, votre conversation avec Mademoiselle Redlich, pensiez-vous qu'elle affirmait que Monsieur Redlich avait en gros provoqué sa propre mort? Oui. Les résultats de l'autopsie, tels qu'ils vous ont été communiqués par le médecin légiste, vous ont-ils donné des raisons de croire que ce n'était pas vrai? Oui. Avez-vous vraiment trouvé des preuves? Oui, j'en ai trouvé. Il y avait des serviettes empilées à côté de l'escalier. Il y avait une serpillière avec du sang dessus et un seau rempli d'un liquide rose près des escaliers. Il y avait aussi des couteaux. Il y avait un couteau dans l'embrasure de la porte, des couteaux dans l'évier de la cuisine. Les procureurs ont également tenté de présenter des preuves de problèmes dans le mariage. Un email envoyé des mois avant l'agression de Daniel à Michael était particulièrement glaçant. Je sais que je suis parfois amère, je l'admets, mais tu as aussi beaucoup de culot. Même si mes mots blessent, ce ne sont que des paroles. Un couteau émoussé comparé au couteau tranchant, déloyal, trompeur, faux et infiniment égoïste que tu continues de tourner dans mon dos. À présent, la défense intervient, offrant une perspective très différente sur les circonstances qui ont conduit à l'agression au couteau de Michael Redlich. Tout le monde pensait que ce serait facile, mais la seule chose qui les inquiétait, c'était la façon dont les gens allaient dépeindre Mike. Si je suis l'avocat de la défense, je vais raconter l'histoire de ce type qui a épousé sa belle-fille, n'est-ce pas? Nous allons le faire passer pour un prédateur qui était violent.
Le 11 janvier 2019, quelqu'un était très en colère. Cette personne a commencé à attaquer physiquement son conjoint. Ils étaient pris de rage. Ils étranglaient leur conjoint, ils étouffaient leur conjoint. C'était Michael Redlick. Et Danielle Redlick n'avait pas d'autre choix que de se défendre parce qu'elle avait peur de mourir. L'autre argument en faveur de la légitime défense, c'est qu'elle a poignardé Michael à l'épaule. Ce n'était pas un coup mortel, comme on pourrait normalement penser qu'une tentative de meurtre viserait le cœur. Oui, Danielle Redlick a bien poignardé Michael Redlick. Danielle Redlick savait et reconnaissait que le danger auquel elle faisait face cette nuit-là était différent des autres incidents de violence qui avaient eu lieu tout au long de leur mariage. Comme vous le verrez dans un certain nombre de ces affaires de légitime défense, l'accusé prend la parole à la barre pour expliquer pourquoi l'usage de la force mortelle était nécessaire. C'est exactement ce qui s'est produit quand Daniel a témoigné. Mademoiselle Redlick, le 11 janvier 2019, avez-vous poignardé votre mari? Oui, je l'ai fait. Oui. Il m'étouffait, m'empêchait de respirer et me maintenait au sol. J'avais peur. Et vous savez, j'avais vraiment peur pour ma vie. Je pensais qu'il avait perdu la tête et que je pouvais mourir. Avez-vous eu d'autre choix que d'utiliser une arme pour vous échapper? Non. Je suis passée par la cuisine et c'est là qu'il est arrivé derrière moi et m'a attrapée. Je trébuche simplement sur mes pieds. Je tombe par terre. À ce moment-là, j'attrape l'îlot central et je me hisse pour me relever et lui faire face. Il m'attrape ici et me plaque violemment sur le comptoir de l'îlot central. Il m'a traité de... Et il me maintenait la tête plaquée contre le comptoir. Je suis coincée contre le comptoir, il est à califourchon sur moi et me maintient immobile. J'ai un bras libre ici et le tiroir devant moi est la seule chose à laquelle je peux accéder. Alors j'utilise mon bras libre pour ouvrir le tiroir devant moi. Je pense qu'il essayait juste de la retenir, de la calmer, et elle s'est emportée et elle l'a tuée. J'ai retiré le couteau. Il a lâché ma tête. Tu vas me poignarder, et je prends le couteau, je le positionne et je le pointe vers lui. Il vise tout de suite mon menton. Allons-y. Là, ça le poignardera. Avant de le poignarder avec un couteau, es-tu capable de t'éloigner? Non. Es-tu capable de t'en sortir sans utiliser d'armes? Non, j'essayais. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Pour m'éloigner de lui. Pourquoi? Si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Qu'il pourrait m'étouffer à mort. Les affaires de légitime défense peuvent aller dans un sens comme dans l'autre. Et très souvent, tout repose sur le témoignage de l'accusé. Vous avez rendu un verdict, c'est bien cela? Oui. Nous avons maintenant entendu les deux parties dans cette affaire. Danielle Redlick a-t-elle assassiné son mari, Michael, en le poignardant à mort, ou a-t-elle agi en légitime défense parce qu'elle craignait pour sa vie? Après 4 heures de délibération, le jury revient avec sa décision. Verdict sur le chef d'accusation numéro 1. Nous, le jury, déclarons l'accusé non coupable. Verdict sur le chef d'accusation numéro 2. Le jury déclare l'accusé coupable de falsification de preuves. J'étais triste. À mon avis, la justice n'a pas été rendue et je n'arrivais pas à croire qu'elle s'en soit sortie. Danielle Redlick échappe à une condamnation pour meurtre au second degré, mais elle est condamnée à presque 1 an de prison pour altération de preuves, avec crédit pour le temps déjà purgé. Mike a fait une erreur. Il n'était ni un bon père, ni un bon mari, ni bon envers la mère de Daniel. Il a épousé sa belle-fille, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. On pourrait retourner dans le temps pour le dissuader. J'aimerais qu'on ait cette opportunité. Eh bien, voilà. Ce jury semblait croire que Daniel avait parfaitement le droit de se défendre contre un agresseur, qui, dans ce cas, n'était autre que son beau-père devenu son mari. Mais qu'en est-il de notre prochaine histoire? Souvent, ces affaires incroyables ont lieu dans des endroits ordinaires, comme une course à l'épicerie du coin. Michael Draka faisait exactement cela. Un petit trajet jusqu'à un magasin du coin qui tourne au drame mortel. Le 19 juillet 2018 à Clearwater, Floride.
Voici la vidéo de surveillance d'un parking devant une supérette. Comme vous pouvez le voir, une voiture arrive. Brittany Jacobs, son compagnon Marquise McLaughton, 28 ans, et leurs 3 enfants sont en voiture. Jacobs se gare illégalement sur une place handicapée pendant que McLaughton entre dans le magasin. Moins d'une minute plus tard, Michael Draka, 47 ans, arrive sur le parking et se dispute aussitôt avec Jacobs sur l'endroit où elle s'est garée. C'est lui qui s'est garé illégalement pour se plaindre de quelqu'un d'autre qui était aussi mal garé. Puis il s'est lancé dans une dispute verbale si intense que les passants se sont arrêtés pour regarder. McLaughton, alerté par la dispute, quitte le magasin. L'une des choses que la peur, en tant qu'émotion primaire, peut provoquer, c'est qu'elle peut déclencher la colère. Donc, il a peut-être eu peur que sa petite amie ait des ennuis, mais sa réaction émotionnelle n'était pas la peur. C'est une réaction d'action, c'est une réaction de colère. C'est l'adrénaline qui parcourt son corps. Soudain, McLaughton pousse Draka au sol. Draka réagit en sortant rapidement une arme et en tirant sur McLaughton. Il possédait un permis de port d'armes dissimulé. Et donc, s'il croyait que sa vie était menacée, oui, il aurait le droit de sortir son arme dans cette situation. McLaughton rapidement. McLaughton retourne rapidement dans le magasin. Marquise McLaughton décède plus tard à l'hôpital. Maintenant, la question est de savoir s'il s'agissait de légitime défense, ce qui est particulièrement intéressant étant donné que la Floride est un État où la loi Stand Your Ground s'applique. La loi Stand Your Ground, en Floride, permet aux gens d'utiliser la force létale sans avoir à battre en retraite face à une situation dangereuse, s'ils croient raisonnablement que leur vie est menacée. Après la fusillade, Draka attend l'arrivée de la police, est emmené dans une salle d'interrogatoire et accepte volontairement de parler à la police sans avocat. Nous allons les enlever, vous allez être calme. Oh mon Dieu, oui. Oui, d'accord. Je ne te connais pas, j'ignore ce qui se passe. Comprenez-vous que vous pouvez garder le silence? J'ai besoin d'une réponse orale. Savez-vous que tout ce que vous direz, canon, peut être retenu contre vous au tribunal? Oui, monsieur. Merci d'être très professionnel. Il a été coopératif, il n'a pas couru, il ne s'est pas enfui, il leur a donné une arme. La raison pour laquelle Drake ne s'est pas enfui, c'est qu'il croyait dans son esprit qu'il agissait correctement. Dans son esprit, il croit toujours qu'il est un pseudo-policier. J'ai fait exactement ce que je pensais devoir faire à ce moment-là, compte tenu de ce qui se passait. Allons droit au but. Pourquoi Draka s'est-il approché de la voiture de Jacobs? Pourquoi était-il si contrarié pour la place de parking? Chaque jour, il y a quelqu'un qui se gare là. Une place pour handicapés, là, juste quelqu'un qui attend. Ça m'agace vraiment. J'ai signalé que se garer ici n'était pas poli car d'autres en ont besoin. Elle a répliqué « Est-ce que ça te concerne ?» J'ai dit « Si ma belle-mère vient, oui. » Non seulement la belle-mère de Draka est handicapée, mais une de ses ex-petites amies décédées l'était aussi. En légitime défense, il faut se demander qui était l'agresseur. Draka, pour avoir commencé la confrontation verbale, ou McLaughton pour l'avoir rendue physique. La victime est sortie du magasin de proximité et a violemment poussé le prévenu au sol. C'est le prévenu qui a ensuite empiré la situation en sortant une arme. Maintenant, lors de l'interrogatoire par la police, Draka insiste sur le fait qu'il était dans son droit d'utiliser la force létale. Mais la vraie question est, sa vie était-elle vraiment en danger? J'ai été frappé juste ici. Donc il t'a poussé assez violemment? Non, d'après ce que j'ai ressenti, c'est qu'il est venu en courant vers moi. D'accord. Si vous aviez été attaqué sans savoir par qui, auriez-vous sorti votre arme à feu au prochain geste? Probablement, oui. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait faire? Je croyais qu'il irait jusqu'au bout, bon sang. Tiens bon, tu peux riposter. Mais cela ne signifie pas que tu peux tirer sur quelqu'un qui te pousse. L'autre personne n'était pas armée. C'est arrivé si vite, et voilà. Est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose? Négatif. Pas un mot. D'accord, non. Tu lui as dit quelque chose? Non. Comme recule? Non. Il n'a donc pas menacé de revenir finir son travail. C'était une supposition, clairement. Donc tu as seulement supposé qu'il viendrait faire ça. Toute personne intelligente l'aurait fait. Il n'a rien dit en me quittant, voilà. C'est ici que tout devient crucial. Écoutez attentivement ce que Draka dit que McLaughton a fait quand il était au sol.
Je dégaine mon arme et la mets à niveau tandis qu'il avance vers moi. Combien de pas a-t-il fait? Juste un pas. D'accord. Mais est-ce vrai? Est-ce que McLaughton s'est vraiment approché de Draka? La vidéo pourrait dire le contraire. La victime avait reculé d'un ou deux pas. Le meilleur argument de l'accusé, c'est qu'il a été pris par surprise par une poussée violente. Et donc, il a réagi. Mais le problème, c'est que ce n'était pas seulement instinctif. Il a eu le temps de voir la victime s'arrêter et faire quelques pas en arrière, puis il lui a quand même tiré dessus. D'accord. Que se passe-t-il si je vous dis que j'ai regardé la vidéo et qu'à aucun moment il ne court vers vous? En fait, il fait un pas en arrière. Je ne serai pas d'accord. La façon dont la loi est appliquée et la façon dont nous l'avons plaidé, ce n'est pas tant la manière dont le grand public perçoit ce moment-là, mais plutôt comment il a perçu ce moment-là. Avez-vous eu le temps de vraiment le regarder et de dire qu'il venait vers vous? Les pieds montraient qu'il venait vers moi, tout comme les hanches. Ce n'était pas la première confrontation de Draka. Il a des antécédents de rage au volant et aurait déjà brandi une arme auparavant. Il s'était violemment disputé avec un homme pour une place dans ce même parking quelques mois avant le meurtre de McLaughton. Donc, ce type est un agresseur. Dans sa tête, c'est un provocateur. C'est un pseudo-policier, un justicier qui veut s'assurer que les gens se garent aux bons endroits. Et encore une fois, selon ma définition, un impulsif, sans excuser ni minimiser ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui vous confronte à chaque occasion avec une arme, cherchant la bagarre, cherchant une raison de vous tirer dessus. Est-ce qu'il vous arrive de penser que lorsque vous allez parler à ces personnes et que vous les informez qu'elles sont mal garées, elles pourraient mal le prendre et que ça pourrait mal tourner un peu? Eh bien sûr, mais c'est pour ça que je prends aussi des précautions. Je suis quelqu'un de très prudent et j'ai un permis. Avoir une arme et la loi de légitime défense sont deux choses différentes. Avoir une arme donne absolument à quelqu'un le sentiment d'être invincible. La loi fait quelque chose de bien pire. La loi fait croire aux gens qu'ils seront justifiés de dégainer leur arme et d'aggraver une confrontation au point où quelqu'un pourrait réellement mourir. En juillet 2018, Michael Draka est impliqué dans une altercation mortelle sur le parking d'une supérette au sujet d'une place handicapée. Après avoir été poussé violemment, il tire sur Marquise McLaughton, invoquant la légitime défense. Il est interrogé par les autorités. Il est finalement relâché, mais la situation change rapidement. Lorsqu'il s'agit de cas de légitime défense, il y a une hésitation à procéder immédiatement à une arrestation, car il faut enquêter sur toutes les circonstances entourant cette fusillade. De plus, dans ce cas, le shérif a indiqué qu'il pensait que le prévenu était dans son droit de tirer en vertu de la légitime défense. Cependant, lorsque l'affaire a été transmise au procureur de l'État, Draka a finalement été inculpé d'homicide involontaire. Ce n'est pas un meurtre au premier degré, car il n'était pas prémédité. Et en ce qui concerne le meurtre au deuxième degré, cela implique généralement de la malveillance. Rien de tout cela ne semble s'appliquer ici. Un homme a été violemment poussé au sol, puis a tiré mortellement sur la victime. Donc, il s'agit vraiment d'une affaire d'homicide involontaire plutôt que d'une affaire de meurtre. Les avocats de Draka avaient la possibilité de plaider lors d'une audience que leur client bénéficiait de l'immunité contre les poursuites en vertu de la loi Stand Your Ground. Nous n'avons ni plaidé la légitime défense, ni déposé de requête avant le procès. Nous n'avons pas invoqué l'immunité selon la loi Stand Your Ground. Et la loi Stand Your Ground ne vous donne pas le droit de transformer une bagarre à main nue en fusillade. Vous ne pouvez pas simplement commencer à tirer sur des personnes non armées, surtout celles qui essaient de désamorcer la situation en faisant quelques pas en arrière. Et c'est pourquoi les avocats de la défense ont décidé de ne pas invoquer la loi Stand Your Ground et de plaider simplement la légitime défense classique. Monsieur McLaughton recule autant qu'il peut jusqu'à la voiture. Il ne peut pas reculer plus et regarde cette vidéo. Il commence à éviter la confrontation. Et il se fait tirer dessus à ce moment-là. En fait, la vidéo parle mieux que moi. Bien que l'équipe juridique de Draka renonce à plaider la légitime défense, elle doit quand même convaincre le jury que Draka a agi ainsi en utilisant une force létale.
Nous voulons que vous regardiez la victime. La regardiez en temps réel. Nous ne voulons pas que vous regardiez au ralenti. Parce que la vie ne se passe pas au ralenti. La vie ne s'est pas passée au ralenti dans la rue. Le jury a entendu diverses preuves sur l'usage de la force, la pathologie et une ancienne altercation de Draka concernant une place pour handicapés dans ce parking. Mais il y avait un témoin que nous attendions tous d'entendre, la femme qui avait eu la confrontation initiale avec Draka et qui était juste là pendant la fusillade. La petite amie de McLaughton, Brittany Jacobs. L'accusé a-t-il tiré sur Marquis? Oui. Est-ce que c'était après que Marquis ait reculé? Oui. Je vois un Marquis là-bas qui lutte pour sa vie. Alors j'ai attrapé un t-shirt, je l'ai appliqué sur sa blessure et j'ai arrêté le saignement. Était-ce Michael Draka était-il légalement justifié lorsqu'il a tiré et tué Marquise McLaughton? Ou était-ce une décision imprudente qui a coûté la vie à un homme innocent? Concernant l'accusation d'homicide involontaire, nous, le jury, rendons le verdict suivant à l'égard de l'accusé dans cette affaire. Michael Dracker a abattu Marquise McLaughton sur un parking à Clearwater, Floride. Son équipe de défense soutient qu'il a agi en légitime défense, affirmant qu'il avait le droit légal de tirer sur McLaughton. Après plus de 6 heures de délibération tendue, le jury revient avec sa décision. Pour l'accusation d'homicide involontaire, le jury rend son verdict concernant l'accusé. L'accusé est reconnu coupable d'homicide involontaire. Si vous commencez à tirer, vous n'avez pas le droit de faire cela selon la loi de Floride. Tirez d'abord et posez des questions ensuite. Il a brandi l'arme, puis la victime a fait 1 ou 2 pas en arrière pour désamorcer la situation, et ensuite elle a été abattue. Selon moi, le jury a pris la bonne décision. Dracker a été condamné à 20 ans de prison, et sa vie à l'intérieur n'a pas été de tout repos. Au début de son incarcération, il a été attaqué. Je ne sais pas s'ils ont jamais découvert si c'était motivé par le racisme ou si c'était simplement une attaque aléatoire. Il va mieux, aucun problème depuis l'attaque. Il est en détention générale. Il attend les résultats de l'appel avec le moral et il espère obtenir un nouveau procès. Et en 2021, une cour d'appel a officiellement confirmé la condamnation et la peine de Michael Draka, rejetant les arguments de faute du jury et de preuves insuffisantes pour condamner. Nous passons maintenant à la scène de ce qui semble être un simple accident de la route. Cependant, cela se transforme rapidement en tragédie pour toutes les personnes impliquées lorsqu'une citoyenne préoccupée décide de prendre les choses en main. Comté de Clayton 911, quelle est votre localisation? Et nous avons un accident ici, près de Clark Howell et Forest Parkway. Un camion. Eh bien, malheureusement, nous avions un véhicule. Quel genre de camion est-ce? C'est un semi-remorque et un pick-up. Dakota rouge. Le 7 mai 2019, vers 18 h, dans le comté de Clayton, Géorgie. Un pick-up Dodge Dakota grille un feu rouge et percute la remorque d'un semi-remorque, l'immobilisant et endommageant gravement le pick-up. L'agent Terry Robinson du département des services correctionnels de Géorgie est témoin de l'accident et appelle le 911. D'accord. Est-ce qu'il semble que quelqu'un soit blessé ou ait été blessé? Sid, as-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'une ambulance? Monsieur, oui, monsieur, restez calme. Avez-vous besoin d'une assistance ambulancière? Il ne dit rien. Monsieur, ça va? Le conducteur du pick-up sera bientôt identifié comme Kenneth Herring, 62 ans. Kenneth Herring a été signalé comme étant désorienté. Il posait des questions. Qui m'a percuté? Que se passe-t-il? Il faisait le tour de son véhicule qui était très endommagé. On pourrait d'abord croire que Kenneth Herring est ivre. Mais l'appelant travaille dans une prison médicale et sa formation lui indique autre chose. Son appel ne laisse pas penser que M. Herring est sous l'influence de l'alcool ou de drogue. En fait, cela donne plutôt l'impression qu'il est en train de vivre un problème médical. Pendant que Robinson attend l'arrivée de la police, sans qu'il le sache, un autre témoin s'est également arrêté. Anna Payne, âgée de 21 ans. Un accident vient d'avoir lieu. Je pense qu'ils ont déjà appelé, mais comme j'en ai été témoin, je voulais aussi prévenir la police au cas où. Merci de votre appel. Nous enverrons quelqu'un pour aider sur place. Que ferions-nous sans des gens pour aider? Anna Payne s'est arrêtée pour offrir son aide ou pour expliquer comment l'accident s'est produit.
Elle a supposé qu'il s'agissait d'une personne sous l'emprise de drogue ou, vous savez, ivre à cause de l'alcool. En observant Kenneth Herring, Robinson est de plus en plus convaincu qu'il fait un malaise médical et a besoin d'aide. Après 21 minutes sans police ni ambulance, l'agent pénitentiaire rappelle le 911. Le conducteur qui a causé l'accident, je pense qu'il est diminué. Il se passe quelque chose avec lui. J'entends ce mouvement de peur. Il va partir, mec. Il s'en va en voiture. Il s'en va en voiture. Robinson interpelle Payne qui se tient à proximité. Prends une photo. Va vers la lumière. Vite, vite. Quel est le numéro de la plaque? Un autre conducteur qui prenait une photo du véhicule. La dame dans la Jeep était presque impliquée dans cette histoire. Alors elle a fait demi-tour et elle est partie à sa poursuite. Elle va juste prendre une photo de son véhicule. L'enregistrement du 911 montrait qu'il voulait qu'elle obtienne ce numéro de plaque. L'agent pénitentiaire a demandé « Tu peux noter la plaque de ce type quand il part ?» En partant, elle a estimé qu'elle était justifiée de suivre la voiture pour obtenir la plaque afin d'aider le policier. Payne rappelle le 911 alors qu'elle suit le pick-up. Et peux-tu obtenir son numéro de plaque? Attends, il s'en va. Est-ce une voiture rouge, docteur? Et une seconde. Attends, je suis en train de le rattraper juste... D'accord, madame, nous ne voulons pas que vous continuiez. Nous voulons juste que vous soyez en sécurité. Je comprends, je ne dois pas le poursuivre. Je comprends, je prends juste le numéro d'immatriculation. Au début, il lui demande de ne pas suivre Kenneth Herring, mais elle continue, pensant qu'il n'est pas apte à conduire. Il est ivre. Non, je ne le suis pas. Je suis désolée, mais je suis ici pour vous dire que je ne vais pas le suivre parce qu'il va provoquer un autre accident. Payne coupe la route au pick-up avec sa Jeep, forçant le conducteur à s'arrêter. Tout le monde comprend qu'il faut obtenir le numéro d'immatriculation du véhicule. Je pense que c'est cette étape suivante, bloquer son véhicule, sortir de la voiture et aller à sa rencontre. C'est cette partie qui était un peu déraisonnable. La centrale du 911 lui répète plusieurs fois de ne pas poursuivre ni suivre pour sa sécurité. Elle continue. Elle ignore la centrale du 911. D'accord. Donc, si vous pouvez retourner à l'endroit où l'incident s'est produit, c'est parce que quelqu'un est en fait sur les lieux. Je reste derrière lui et demande à un officier de venir. Mais d'ici là, je ne bouge pas. Elle quitte la voiture tout en restant au téléphone avec le 911. Lorsqu'elle approche Kenneth Herring à son véhicule, on l'entend crier et lui ordonner plusieurs fois de sortir. Madame. Le conducteur Kenneth Herring refuse de sortir et semble d'abord essayer de repousser Hannah. Il y a clairement eu une interaction, mais personne n'a entendu Kenneth Herring à cause des cris et des hurlements de Hannah Payne. Il faisait vrombir la voiture en essayant de la tirer dedans et de conduire en la traînant. Elle lui a dit « J'ai une arme, je vais l'utiliser ». Il l'a prise. Elle ne voulait pas tirer, et alors qu'il luttait pour prendre l'arme, le coup est parti et il s'est tiré dessus. Elle n'a jamais appuyé sur la gâchette avec l'intention de lui tirer dessus. Il se battait pour l'arme. Ses mains étaient sur l'arme, la tournant vers elle, et le coup est parti. Elle a immédiatement pris le téléphone et a dit « Oh mon Dieu, il vient de se tirer dessus avec mon pistolet. » Madame, oui. Madame, il vient de presser la détente de mon arme alors que je la tenais pendant qu'il... Madame, vous n'êtes pas censée le suivre. Il a percuté ma voiture. Le centre d'appel était très contrarié à ce moment-là parce qu'il lui avait dit de ne pas le suivre. Et puis elle commence à crier sur le standard du 911, leur disant d'envoyer une ambulance. Il y a un policier au bout de la rue. Dites-leur de venir ici tout de suite. Il a appuyé sur la gâchette. Oh mon Dieu, après qu'il m'ait attaqué. Demandez aux policiers de repartir depuis l'entrée 285 et de venir ici immédiatement. La police du comté de Clayton arrive sur les lieux. Il y a eu... Qui a été blessé? Qui lui a tiré dessus? Je n'avais pas mon doigt sur la gâchette.
Est-ce qu'il me donne d'autres armes dans la voiture? Non, je ne le fais pas. Il la désarme de l'arme à feu et l'officier essaie de parler avec les témoins sur les lieux pour déterminer ce qui s'est passé. La police menotte Payne et la retient dans la voiture de patrouille. L'officier Ryan Ritchie et un ambulancier réaniment Kenneth Herring jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. Et ensuite, pendant que Herring est transporté à l'hôpital, la police interroge le témoin oculaire Terry Robinson. Après l'intervention initiale, accident là-bas. Comment était le gars qui conduisait ce pick-up? Il était... Ici, il se passait quelque chose, mec. Ses yeux étaient rouges. Il avait des délires et agissait un peu à côté de la plaque. Cet agent pénitentiaire a observé M. Herring et a compris que quelque chose n'allait pas. Il ne savait pas si c'était un incident diabétique ou si c'était causé par la collision elle-même. Il y a plein d'aiguilles dans sa voiture, donc je ne sais pas si c'est lié au diabète et si c'est pour ça qu'il a percuté les voitures ou autre chose. Il a dit qu'il n'avait pas bonne mine et ils l'ont emmené au Southern Regional. Maintenant, les enquêteurs sont face à face avec Hannah Payne, exigeant des réponses. Pourquoi a-t-elle suivi Herring et qu'est-ce qui a mené à cette fusillade mortelle? Il était là. Qui es-tu? J'ai répondu que je n'étais personne, juste au téléphone avec le standard. Je parle à la police au téléphone, il me dit qu'il a quelque chose pour moi. Donc, il te semblait en état d'ébriété. Et oui, je pensais que c'était de l'alcool. As-tu déjà senti l'odeur d'alcool? Non. Je ne me suis jamais approché assez près. Même quand tu es à la fenêtre, comme quand tu fais ça, as-tu déjà senti une odeur de quelque chose? Je ne peux pas dire que oui. Je ne peux pas dire que non non plus. Donc, M. Herring a bien été décrit comme étant désorienté et confus. Et même jusqu'à être un peu impatient, c'est le mot, je crois, qui a été utilisé. Il est très combatif verbalement. Mais honnêtement, je réagirais pareil si quelqu'un approchait mon véhicule après m'avoir coupé la route sans badge ni identification. Elle a fait de son mieux pour aider, mais la situation a plus dégénéré que prévu. C'était assez chaotique. Je ne sais pas comment ni avec quelle main il l'a lancé, mais en plongeant, ça a touché mon téléphone. Il l'a fait tomber de ma main et m'a attrapé. Par terre, d'accord. Et ça a brisé l'écran, d'accord. Et puis il m'a attrapé, il me tirait vers lui, d'accord. Donc il tire, on se débat d'avant en arrière, il frappe, il donne des coups. J'essaie de frapper aussi, mais j'essaie surtout de me dégager. Et c'est là qu'il... Mais il a avancé comment? Sa voiture a avancé à moitié vers l'avant. Jusqu'à ma Jeep. Donc ça a percuté votre Jeep? Oui, c'est ça. D'accord. Il semble qu'il y ait eu une lutte. Sa chemise était déchirée. Il a percuté son véhicule pendant l'altercation, et cela pourrait aussi être la raison pour laquelle elle a sorti son arme, parce qu'elle était en colère. Et aussi parce qu'il ne suivait pas ses instructions. Il ne faisait pas ce qu'elle voulait qu'il fasse. Payne affirme que Herring a appuyé sur la détente de sa propre arme. Les enquêteurs verraient-ils les choses de cette façon? Ou, plus important encore, un jury? Je lui ai appelé, j'ai dit tu dois arrêter. Mais j'avais une arme et alors je vais lui tirer dessus. Il a dit ouais d'accord, tire-moi dessus, tire-moi dessus. En 2019, une étrange situation de légitime défense se produit en Géorgie. La passante Hannah Payne parle maintenant avec les autorités, essayant d'expliquer pourquoi elle a décidé de suivre et de confronter Kenneth Herring après un accident auquel elle n'était pas impliquée. Herring est blessé par balle, transporté d'urgence à un hôpital proche, mais la grande question demeure, qui a appuyé sur la gâchette et qui est finalement responsable? Elle affirme avoir agi en légitime défense, mais on ne peut invoquer la légitime défense que si l'on n'est pas l'agresseur initial. Et dans cette situation, je crois qu'Hannah Payne était en réalité l'agresseur initial. Vous avez maintenant bloqué leur voiture avec la vôtre, ce qui est un geste agressif et les empêche de bouger. Et maintenant, vous vous approchez de leur véhicule avec une arme à la main. C'est une recette pour un désastre. Et quand vous la sortez, que faites-vous avec cette arme? Je l'ai chargée. Ah, d'accord, vous avez armé la chambre. Oui, c'est ce que j'ai fait. Je sais que c'est dur, prenez votre temps. Je n'aurais jamais pensé que je le ferais. Personne ne le fait jamais. D'accord. Elle repassait la scène dans sa tête pour comprendre ce qui s'était passé, car elle n'arrivait pas à croire que cela soit arrivé.
Et pendant qu'elle faisait cela et qu'il l'interrogeait, elle essayait d'être aussi honnête que possible. Et je l'avais dans mon arme, dans ma main. Le vises-tu à ce moment? Je ne le vise pas, sans détourner l'arme. Il saisit ma main tenant le pistolet. Il tire dessus, et il tire sur la zone de la détente, sur la détente elle-même. Sa main est dans le pontet. Sa main est dans le pontet. Oui, d'accord. Quel genre d'arme as-tu? Springfield. ISD 9 mm. Je l'ai acheté pour ma sécurité. Avez-vous suivi une formation avec l'arme ou avez-vous des inquiétudes? Non, ce n'était pas le cas. Je n'ai pas suivi de formation programmée, enfin, rien de prévu. Je veux dire, je suis déjà allé au stand de tir. J'ai grandi en tirant avec des armes à feu. J'ai grandi entouré de policiers. Il y avait des preuves dans son véhicule qu'elle avait récemment été à un entraînement de tir. Elle avait les cibles dans le véhicule, ainsi que des informations sur des cours de maniement d'armes à feu. Que s'est-il passé ensuite? Alors, quand il me tirait dessus et que j'ai coincé mon doigt, je l'ai mis sur la détente. Mais lorsque les détectives demandent à Payne plus précisément comment son doigt était placé sur la détente, son histoire semble changer. Je n'avais pas mes doigts sur la détente. Je le reposais sur le côté de la détente. C'est à ce moment-là qu'il le tourne. Il continue de tourner, et ça arrive presque au point où ma main est dessus. Ses mains sont en train de le tourner, et on est comme ça. Et ça va un peu d'avant, en arrière, ici. Et je lui crie dessus, j'ai dit, lâche, juste, lâche. Il crie, tire-moi dessus, tu l'as promis. Moi, je répète, lâche juste. C'est alors que nos mains, nos doigts étaient... Dans le pontet de la détente. Elles étaient sur le pontet de la détente et il tenait la détente et la détente a été pressée. C'est à ce moment-là que le coup est parti. Quand l'arme a tiré. Combien de coups de feu ont été tirés? Un seul. À l'insu de Payne, pendant qu'elle parlait avec la police, Kenneth Herring est décédé de la blessure par balle à l'abdomen. Et, coup dur pour la défense de Payne, le rapport toxicologique sanguin de Kenneth Herring ne révèle aucune trace de drogue ni d'alcool dans son organisme. Anna Payne est arrêtée dans ce qui est désormais une affaire d'homicide. Anna Payne était inculpée de meurtre. Et même si les procureurs pensent qu'indépendamment en que Hannah Payne est coupable, le jury en sera-t-il convaincu? Détective. Hannah Renée Payne a eu l'audace de poursuivre, coincer, détenir, agresser, tirer et tuer Kenneth Herring, un homme de 62 ans non armé qui était assis dans sa propre voiture. Tout ça parce que elle n'aimait pas sa façon de conduire. Elle n'aimait pas sa façon d'agir. Et après lui avoir tiré dessus, elle décroche le téléphone pour appeler le 911. Il a appuyé sur la gâchette de mon arme. Et s'est tiré dessus. Voilà l'audace que vous entendrez. Je ne pense pas qu'elle était malveillante ce jour-là. Je crois qu'une personne effrayée s'est retrouvée dans une situation dont elle voulait juste sortir. Nous avons une situation tragique. Parce qu'un homme a perdu la vie et que l'autre personne a perdu toute chance de mener une vie normale. Elle n'a jamais vu quelque chose comme ça. 21 ans. Il n'y a qu'une seule conclusion à laquelle on peut arriver. Et c'est qu'elle suivait. Aussi naïf que cela semble. Et certains agents disent aussi stupide que cela. Ses intentions sont bonnes. Elle a suivi les instructions de l'autorité et a fait ce qu'on lui a dit. Et je crois qu'une fois que les preuves auront été présentées, vous pourrez lui faire savoir qu'elle n'est pas coupable. L'incident ayant eu lieu sur une autoroute très fréquentée, beaucoup de gens ralentissaient pour regarder. Qu'avez-vous observé qui a attiré votre attention? Je l'ai juste vu dehors, caché à la fenêtre de sa portière de voiture. Et c'est ça qui m'a poussé à sortir mon téléphone. Où se tient Mademoiselle Payne quand vous la voyez? Elle se tenait, en fait, à la portière conducteur du gars. Qu'avez-vous vu faire Mademoiselle Payne à cette portière conducteur? Elle criait, frappait sur la vitre et la porte. Lors de l'enregistrement, j'ai entendu un coup de feu.
Il est assis dans son propre véhicule, il est clairement non armé. Donc elle pointe une arme à feu sur un homme non armé qui est assis dans sa voiture. Et la plupart des témoins ont décrit qu'il ne se défend pas. La défense tente de discréditer la fiabilité des souvenirs des témoins plusieurs années après la fusillade. Pendant qu'elle est à la fenêtre. Oui. Tu ne peux rien voir au-delà de la fenêtre, n'est-ce pas? Oui. Tu ne vois aucune main ni ce qui se passe, car selon ton témoignage, elle est dans la fenêtre. Oui. Alors, comment as-tu pu la voir le frapper? Eh bien, comment as-tu pu voir qu'il était menacé avec une arme si elle était à la fenêtre? As-tu vu quand le coup de feu est parti? Je l'ai juste entendu. D'accord. Donc, on peut dire que tu n'as pas vu où se trouvait l'arme quand le coup est parti. C'est exact. Les témoignages ne concordaient vraiment pas. Je veux dire, chaque témoin a donné une version totalement différente. C'est ce qui m'a le plus dérangé. Par un geste audacieux, Hannah Payne s'exprime à la barre. Elle tente de réfuter le témoignage clé d'un témoin oculaire et décrit au jury ce qui s'est passé près du camion dans les instants précédant le coup de feu. Il tirait sur mes poignets et il m'a tiré dans le véhicule et il n'arrêtait pas de me crier dessus en me disant « J'ai quelque chose pour toi ». Et il a dit « Excusez-moi », mais il a dit « J'ai quelque chose pour toi ». Et il se penche, il tend la main et tire quelque chose. Et à ce moment-là, je me souviens que... Je suis désolée. Prenez votre temps et laissez-les écouter. Je pense qu'ils concluraient, comme moi, c'était un accident. Ce n'était pas voulu. Personne ne s'est levé en pensant « je vais tirer sur quelqu'un ». Elle était jeune et naïve, et certains disent même stupide. Mais cela ne fait pas de vous un meurtrier pour autant. Cependant, ce n'est pas la fin du témoignage de Hannah Payne à la barre. Le procureur Nigel Hunter commence son contre-interrogatoire. Et le standard du 911 vous a indiqué environ 4 fois de ne pas poursuivre M. Herring et de retourner sur les lieux, n'est-ce pas? C'est incorrect. Je ne l'ai entendu qu'une seule fois et elle m'a dit de ne pas poursuivre, d'être prudente. Nous avons pu constater les incohérences dans son témoignage par rapport à l'entretien qu'elle a donné au détective pendant l'enquête. Et il s'agissait d'incohérences très claires. Et vous souvenez-vous leur avoir dit que vous avez pris ce virage et que vous aviez eu l'occasion de passer devant lui? Si c'est ce que j'ai dit, alors je ne m'en souviens pas. Comme je l'ai dit, c'était il y a 4 ans et demi. Il y a eu des heures d'entretien. Donc... Vous avez dit aujourd'hui ne pas l'avoir incité à arrêter son véhicule. C'est exact. Nous avons pu montrer des vidéos et des photos où l'on voit clairement qu'elle a coupé la route au véhicule de M. Herring. Donc c'était évident. Maintenant, est-ce que vous affirmez aujourd'hui que vous n'avez jamais eu le doigt sur la détente? Oui, c'est exact. Et vous avez également déclaré que vous n'aviez jamais eu l'intention d'appuyer sur la gâchette. C'est exact. Donc, quand vous avez dit à M. Herring que vous alliez lui tirer dessus, vous faisiez simplement semblant. Comment le jury le percevra-t-il? Hannah Payne a-t-elle agi par peur pour sa vie? Kenneth Herring était-il simplement un innocent tué inutilement sur une autoroute? Monsieur Fulperson, si vous voulez bien lire le verdict. En ce qui concerne le chef d'accusation numéro 1, à savoir le meurtre avec préméditation. En mai 2019, Hannah Payne et Kenneth Herring sont impliqués dans une altercation après un accident de la route. À ce moment-là, Hannah Payne croyait bien agir en menaçant Kenneth Herring avec une arme au bord de la route. Mais la situation a vite dégénéré. Elle affirme avoir agi en légitime défense. L'accusation soutient qu'il s'agissait d'un meurtre. Le jury a délibéré pendant 1h30. Le jury déclare l'accusé coupable. En ce qui concerne le chef d'accusation numéro 2, après l'infraction de meurtre qualifié, nous, le jury, déclarons l'accusé coupable. Hannah Payne reconnue coupable sur les 8 chefs d'accusation.
Et je pense que le verdict était le bon. Je pense que le jury a pris la bonne décision. Je pense qu'ils ont écouté tout au long du procès et que nous avons présenté un dossier. Et le verdict que nous avons reçu était le bon verdict dans cette affaire. C'est vraiment malheureux que cela se soit terminé de cette façon. Donc, c'est une tragédie et je voulais que ce soit compris comme tel. Pas comme une sorte de justicier ou quelqu'un qui se promène en voiture à la recherche de quelqu'un à abattre, parce que ce n'était pas ça. Le résultat final fut tragique pour les deux. La condamnation de Hannah a lieu 3 jours plus tard. Dans un appel émouvant, les frères et sœurs de Kenneth Herring demandant la peine maximale. Alors que je la regardais partir et qu'elle pleurait, alors qu'elle franchissait ses portes, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand ils ont refermé le cercueil sur lui. La même peine qu'elle lui a infligée, j'aimerais qu'on lui inflige la même. Il a eu la peine de mort sans libération conditionnelle. Je souhaite qu'elle ait la prison à vie sans libération conditionnelle. La peine totale prononcée par le tribunal est la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, plus 8 ans consécutifs pour séquestration et 5 ans consécutifs pour possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime. C'est la sentence du tribunal. Au final, Hannah Payne, âgée de 25 ans, devra purger au moins 43 ans de prison avant d'être éligible à une libération conditionnelle à l'âge de 78 ans. Un accident de voiture apparemment banal se transforme en cauchemar tragique. On ne sait jamais quand une situation simple peut dégénérer en quelque chose de mortel. Comme dans notre prochain cas, une famille a été brutalement tuée près d'une route à Hudson en Floride et un garçon de 4 ans a disparu. Cette affaire dépasse l'entendement. 911 Pascal, votre nom? C'est Megan Brown. Explique-moi ce qui s'est passé, Megan. Je viens de rentrer. Le père de mon fils m'a mis un couteau à la gorge, m'a coupé la main. Je saigne partout et mon fils panique. Je n'ai pas envie de le faire devant lui. Le 28 août 2014, dans la paisible ville côtière de Hudson, en Floride. Un appel frénétique au 911 brise le calme. Megan Brown avait environ 27 ans quand cela est arrivé. Megan Brown avait un fils, Tristan, qui avait 4 ans. Le père de Tristan était Adam Matos. La famille Brown, très unie, vivait en Pennsylvanie. Greg et Margaret Brown avaient 52 ans et en 2014, ils ont déménagé en Floride, probablement pour prendre leur retraite, mais ils ont emmené avec eux Megan et Tristan, ainsi qu'Adam Matos, qui allait vivre avec eux là-bas pour pouvoir être proche de son fils. Et ils ont eu, je crois, une relation très brève qui a donné naissance à Tristan. Ils s'attachaient en quelque sorte à la famille Brown. Et je pense qu'il avait en quelque sorte l'étoffe d'un vagabond. Madame, il vous a coupé la main avec le couteau. Je saigne partout. Elle était très bouleversée. On pouvait entendre qu'elle s'occupait de Tristan en même temps qu'elle passait l'appel. C'était évidemment très émouvant. Elle était manifestement effrayée. Nous ne sommes plus ensemble depuis des semaines maintenant parce qu'il ne fait rien. Et je suis sorti avec mes amis et il est rentré vers 5 heures du matin très énervé et alcoolisé. D'accord, il est parti en voiture ou à pied? À pied, il n'a pas de permis. Savez-vous s'il porte d'autres armes? Je n'en ai aucune idée. D'accord. Est-il sous l'effet de drogue ou d'alcool? Alcool. Adam Matos s'était décrit comme un gars plutôt discret, peut-être même timide. Il n'y avait aucune indication d'antécédent de violence entre Megan et Adam. Cependant, la situation devenait de plus en plus tendue à cause du nouveau petit ami, Nick Leonard. Alors, où es-tu en ce moment, Megan? Je suis dans ma chambre avec mon fils. D'accord, tu es dans ta chambre. D'accord, Megan. Les adjoints arrivent bientôt, alors reste dans la maison. Peux-tu verrouiller la porte? Oui, j'enferme mon fils dans ma chambre. D'accord, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée de l'adjoint. Madame. Merci beaucoup. Tout commence ainsi avec cet appel. La police est intervenue. Ils ont fait le tour pour le chercher et la police ne parvient pas à le trouver. La police cesse de chercher Adam Matos faute d'appel au 911 la semaine suivante.
Tout semble calme à la maison sur Hatteras Drive. La police ignorait la situation sur Hatteras jusqu'au 4 quand Linda Thomas a demandé un contrôle de bien-être. Linda Thomas est la belle grand-mère de Megan Brown. Et puis 2 adjoints sont allés sur place, mais sont allés à la maison et ils ont constaté qu'il y avait un problème. C'est à ce moment-là que je suis intervenu. Aux 2 des principaux endroits, le placard de Greg et la chambre de Megan, n'avaient pas de moquette. Il n'y avait aucun revêtement de sol. Seul le contreplaqué brut restait. Quelqu'un a-t-il retiré le sol? Devait-il être là? Une pièce contenait les chiens. Et là, il y avait des crottes et de l'urine de chiens partout. C'était horrible, pourtant la maison était belle. Nous savions juste qu'il y avait eu un incident domestique et que des personnes étaient téléportées disparues sans savoir qui exactement. Puis un policier qui fouillait le quartier fait une découverte horrible. Le sergent Babcock venait justement de descendre Old Dixie Highway, les fenêtres ouvertes. Il est arrivé vers la fin, a senti l'odeur, a appelé d'autres personnes et ils ont regardé et on pouvait voir qu'il y avait un tas. C'est comme ça qu'ils ont trouvé les corps. La façon dont les corps ont été découverts est juste. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est assez horrible. Ces 4 corps sont empilés les uns sur les autres dans la chaleur et l'humidité de la Floride. C'est vraiment macabre. On ignorait qui était dans le tas et combien de corps il y avait. Et je me souviens que nous ne savions pas, est-ce qu'Adam faisait partie des personnes dans le tas? Est-ce que Tristan faisait partie des personnes dans le tas? Combien de personnes? On dit là 3, 4, plus. Au début, on ne pouvait vraiment pas savoir. Les corps sont dans un état tellement mauvais. Les médecins légistes doivent recourir au dossier dentaire pour déterminer l'identité des victimes. Les victimes du crime étaient les parents de Megan, qui s'appelaient Gregory et Margaret, Megan bien sûr, et Nick Leonard, qui était le nouveau petit ami de Megan. Les médecins légistes concluent que Megan et son père, Greg, ont été tués par balle, mais sa mère et son petit ami sont morts de façon encore plus barbare. La méthode était particulièrement brutale et sauvage, utilisant un marteau, utilisant un couteau pour les poignarder à plusieurs reprises. Tant de questions subsistent sur ce qui s'est passé dans cette maison de Hatteras Drive, notamment où étaient Adam et son fils, Tristan. Et le shérif fouille partout. On craint qu'il soit arrivé quelque chose à ce gamin. Ou même Adam. Il y a 2 enquêtes. La première, c'est pour résoudre ce meurtre, et la seconde, c'est pour retrouver ce gamin. Où est-il? Le 4 septembre 2014, les corps de la petite amie d'Adam Matos, Megan Brown, de son père Greg, de sa mère Margaret et de son nouveau petit ami Nick Leonard sont tous retrouvés au bord de la route, brutalement assassinés. La police recherche Adam Matos et son fils, Tristan. Donc, lorsque les 2 adjoints ont frappé à la porte pour le contrôle de bien-être, Adam Matos et Tristan étaient dans la maison et se sont ensuite enfuis par l'arrière. Il a vu les forces de l'ordre, puis ils ont quitté la maison et sont restés un moment dans une maison inoccupée. Et il a en fait pris un canoë qui était attaché à l'une des maisons au bout de Hatteras et a traversé le canal en canoë. C'était vers 9h30 du soir. Il appelle un taxi et passe juste devant tous les barrages de police. Et puis, il s'arrête même dans une supérette sur la route vers Tampa. Ils descendent à Tampa, vont à l'hôtel Floridan où Adam se rend, s'enregistre avec Tristan et prend une chambre. Il s'est enregistré dans une chambre à son nom. Est-ce finalement là que les forces de l'ordre le retrouvent? Le 5 septembre 2014, la police retrouve Adam Matos et Tristan dans un hôtel à Tampa. Ils s'assurent que Tristan est en sécurité et placent Matos en garde à vue. Ils l'interrogent ensuite sur ses allées et venues le jour des meurtres. À quelle heure t'es-tu levé vendredi? Tu te rappelles s'il est rentré à Hatteras vendredi? Non? D'accord, pas du tout de la journée. Il n'y est pas retourné une seule fois. Il était prêt à répondre à certaines de leurs questions de base, c'est juste à propos de la famille. Quand ils sont arrivés au 28 et au 29, ils mentaient clairement. Mais ensuite, Adam Matos fait une erreur. Est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer que mon fils ira avec ma mère ou mon frère? Tu ne peux rien promettre pour l'instant. Évidemment, tu sais, on aimerait qu'il retourne chez Megan. Tu sais, si c'est possible.
Le détective Kennedy et le technicien juge excellent dans leur domaine. Des autres, eh ben, on espère vraiment qu'il pourra aller avec Maggie, Greg ou Megan. Au lieu de répondre, Adam, tu dis froidement, tu devrais l'appeler pour savoir ce qu'il en pense. Je pense qu'il commençait à se rendre compte qu'il comprenait mieux la situation qu'il ne le pensait au départ. Il a demandé à un avocat. Il est entré dans la maison pour tuer ses gens, passant par la porte latérale. En entrant dans la chambre de Megan, il a vu Megan sortir précipitamment avec Tristan. Nous pensons que Megan l'a caché sous le lit parental avant l'arrivée d'Adam. Il avait rapporté que Megan répétait « S'il te plaît, ne fais pas ça » pendant cette période. Mais l'horreur ne s'arrête pas avec la tuerie, surtout pour le petit Tristan qui passe une grande partie des jours suivants enfermé dans sa chambre. Je pense que Tristan a probablement passé pas mal de temps dans cette chambre verrouillée. Il était très clair que Tristan savait qu'ils étaient tous partis, qu'ils ne reviendraient pas et qu'ils avaient été enveloppés dans des draps ou de la moquette. Adam Matos les a déplacés cette nuit-là, très tôt le matin du 30. Il met ces 4 personnes à l'arrière de la camionnette argentée, la camionnette de Maggie, puis il les conduit vers le nord sur l'Old Dixie Highway et il roule, je pense, sur environ 1 km, puis il vide la camionnette et abandonne ces 4 personnes à environ 6 mètres de la route, juste un peu dans les broussailles épaisses. Je me souviens qu'il y avait comme une branche, une grosse branche sur le tas, comme s'il avait pensé un instant à peut-être les recouvrir avec des choses. Mais finalement, il ne l'a pas fait et il les a juste laissés là, en tas. Quelques jours plus tard, il lavait le garage et nettoyait le sol là où il y avait ce sang. Et donc, tu sais, il essayait de nettoyer la scène. Il était un peu dépassé. Et puis, il essayait de nettoyer parce qu'il a ce fils autiste et il ne voulait pas qu'il voie, tu sais, ce qui se passe dans cette maison. Les armes du crime ont été retrouvées dans un canal derrière la maison des Brown. Cette maison se trouvait en fait tout au bout du canal. Il avait donc jeté le marteau, l'arme à feu de Nicolas Léonard, ainsi que plusieurs fusils et couteaux de Grégoire. Il ne travaillait plus. Après avoir retrouvé Adam Matos et Tristan, la police a confié le garçon à sa famille. Quant à Matos lui-même, il est officiellement arrêté et plus tard inculpé de 4 chefs de meurtre au premier degré. 3 ans plus tard, le procès d'Adam Matos commence enfin, où il risque la peine de mort. La stratégie de l'accusation lors de ce procès était vraiment de ne laisser aucune place au doute en présentant chaque témoin, en présentant chaque preuve qu'ils avaient. Lorsque vous vous êtes approché de la résidence et que vous êtes entré à l'intérieur, avez-vous remarqué des odeurs? Oui, j'ai remarqué une forte odeur nauséabonde en entrant dans le garage. L'odeur au 7719 rue Hatteras ressemblait-elle à celle d'un corps en décomposition? Oui. Savez-vous quelle heure il était? C'était après minuit 30. Adam, le suivant n'est jamais venu. Tu viens de la direction du 7719 Hatteras Drive? Oui. Comment a-t-il apparu? Ah, il transpirait. Cela vous a-t-il paru inhabituel vu le temps? Oui, monsieur, c'était l'hiver. J'ai cru à une nuit d'été, mais il ne faisait pas chaud. Ils devaient raconter toute l'histoire des circonstances qui ont mené au meurtre, où ils ont trouvé les corps, où ils ont trouvé les armes. C'est maintenant à la défense d'expliquer le rôle d'Adam Matos. Et c'est à ce moment-là qu'ils lâchent une bombe. Mesdames et messieurs, cette affaire n'est pas une affaire de vengeance, comme l'État l'a présenté dans sa déclaration d'ouverture. Cette affaire concerne la légitime défense. D'accord? Là où nous nous sommes arrêtés, Adam Matos est jugé pour le quadruple meurtre de la mère de son fils, de ses parents et de son nouveau petit ami. Mais l'équipe de défense de Matos choque tout le monde en affirmant qu'il a agi en légitime défense. En leur faisant cette surprise, je pense cela nous a donné un avantage et je sais que nous les avons surpris. On avait toute cette nouvelle technique d'autodéfense qui a été ajoutée là-dedans. Nous savions que la seule façon qu'il révèle ses faits était qu'il témoigne. Donc il va témoigner. Puis il se lève et avoue être le meurtrier. Allons à l'essentiel, d'accord?
Le 28 août 2014, Adam Matos, Nicolas Léonard vous a-t-il mis les mains à la gorge? Oui, il l'a fait. Vous a-t-il menacé de mort avec une arme à feu? Oui, il l'a fait. C'est alors que la légitime défense a débuté. Il reproche en partie à Nick Léonard de l'avoir mis dans cette situation alors qu'il veut seulement récupérer ses affaires et partir. Il tente de convaincre Tristan de laisser son fils lui dire au revoir. Et ce Léonard sort une arme, lui saute dessus, le menace et dit qu'il va le tuer. Tu t'es battu avec lui? Oui. Tu t'es défendu? Oui, je l'ai fait. Tu l'as tué? Oui. Pourquoi? Il a essayé de me tuer. Cela donne à Adam Matos l'occasion d'interagir un peu avec le jury, de se montrer moins comme le tueur que nous le décrivions et plus comme autre chose en prenant en quelque sorte le contrôle du récit. Matos dit qu'il a réussi à attraper un couteau qui se trouvait déjà dans la pièce. Dans la lutte, Adam le poignarde. Il lâche le pistolet. Il parvient finalement à maîtriser Nicolas Léonard. À ce moment-là, Megan est entrée avec son père, Greg. Greg avait un fusil, il l'a braqué sur lui. Le 28 août 2014, Gregory Brown a-t-il menacé votre vie, Adam Matos? Oui, Ryan. A-t-il appuyé sur la gâchette? Oui. Avez-vous eu une fusillade avec lui? Oui, c'est le cas. Vous êtes-vous défendu? Oui. L'avez-vous tué? Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Il a essayé de me tuer. Ce monsieur, un peu froid et ayant un peu de mal avec ses émotions, et je savais déjà qu'il était nerveux. Donc, j'ai un peu raccourci certaines des questions et je l'ai un peu plus tenu en laisse que je ne le ferais avec la plupart des gens lors de l'interrogatoire direct. Le 28 août 2014, Megan Brown était-elle avec Gregory Brown quand il a tenté de vous tirer dessus avec son fusil? Oui. A-t-elle parlé quand il a braqué son fusil sur vous? Elle a dit « Papa, tire-lui dessus ». Mais le fusil de Gregory Brown s'enraye 2 fois. Alors Adam Matos dit que lui et Megan se précipitent dans la chambre principale où d'autres armes à feu sont entreposées. Il prend une arme et s'apprête à tirer sur Adam, mais Adam la saisit à Nick Léonard. Adam lui tire 2 fois dans le dos et il tombe. Il panique totalement et aperçoit Megan. J'apercevais quelqu'un dans ma vision périphérique. C'était Megan. J'ai cru qu'elle tenait quelque chose, que ça allait... J'ai réagi et tiré. Et à plus tard, j'ai découvert que c'était un téléphone. Tu l'as tué? Oui. Pourquoi? Je sentais qu'elle allait me tuer aussi. Avec le recul, réalises-tu qu'elle n'avait probablement pas l'intention de tuer toi ou de faire du mal? Je me rends compte maintenant qu'elle n'essayait probablement pas de me tuer. J'étais juste à côté de la plaque, tellement paranoïaque et sous le choc que je pensais que tout le monde essayait de me tuer. Pourquoi avouer les meurtres et plaider la légitime défense? Mon analyse, c'est qu'il était clair pour Adam Matos et son équipe qu'il allait être condamné. La seule façon pour lui d'éviter la peine de mort avec ces meurtres, avec 4 meurtres commis de façon atroce, c'était de raconter au jury une histoire qui leur permettrait de conclure qu'il y avait des circonstances atténuantes et que la peine de mort n'était pas appropriée. Qu'est-ce que tu as fait ensuite? J'ai complètement perdu le contrôle. Je me suis rendu compte que j'avais tué une femme que j'aimais, la mère de mon enfant. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que Tristan n'avait plus de mère. Il n'avait plus de grand-père non plus. Et il ne m'avait plus non plus. À ce moment, j'ai cru que ma vie était finie. Ce que nous voulions montrer, c'était, vous savez, ce bel homme bien parlé, doux, qui était ici en Floride pour s'occuper de son fils autiste qu'il aimait plus que tout. Mais l'histoire d'Adam Matos ne s'arrête pas là. Puis il a pris un marteau et il est retourné continuer à frapper Nicolas Léonard, contre qui il était en colère. Il s'est ensuite déconnecté pendant 4 ou 5 heures jusqu'au retour de Maggie. Et Margaret Brown? Pensiez-vous qu'elle essayait de vous tuer? Oui. Avez-vous eu peur pour votre vie cependant? Oui. Nous savions que nous avions un problème avec Margaret Brown. Et donc, dès le début, c'était notre principal sujet, notre principal problème. S'il recevait la peine de mort, ce serait pour cela.
Margaret Brown est allée à Wawa car elle a été vue sur les caméras de sécurité vers 23h, 23h15. À ce moment, son service finissait. Elle rentrait chez elle. Et ensuite, elle est attaquée ou frappée avec un marteau par Adam. Qu'avez-vous ressenti quand vous l'avez tuée? J'étais perdu. J'étais blessé. J'étais sous le choc. J'étais hors de moi et je pensais que tout le monde voulait me tuer. J'avais l'impression qu'elle allait me tuer aussi. Est-ce que tu l'as tuée? Oui. Mais ce n'était pas prévu. Et il était juste paranoïaque. Il pensait que le monde était contre lui. Hein. Il pensait que les forces de l'ordre allaient essayer de le tuer, lui et son fils. Alors, il l'a frappée avec un marteau et l'a tuée. Est-ce qu'elle saignait beaucoup? Oui. Qu'as-tu décidé de faire à sa tête? Il y avait beaucoup de sang. Et pour éviter que le sang coule partout, j'ai mis un sac poubelle sur sa tête. Que ressens-tu maintenant après sa mort? Horrible, je me sens dégoûté. Et je l'aimais énormément. Et il n'y a pas un jour qui passe sans que je n'y pense. Je revis ça. Ces souvenirs, je les revis chaque jour. Et ça me hante tous les jours. Lorsque le procureur Brian Sarabia contre-interroge Matos, il semble beaucoup moins sympathique. Eh bien, vous auriez quand même pu sortir par la porte d'entrée. Vous êtes d'accord? J'aurais pu. Vous auriez pu dire « Attendez les gars, tout va bien, je m'en vais, je prends juste mes affaires et je dis au revoir, d'accord? J'aurais pu faire ça. » Possiblement. Mais tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Non. Tu as poursuivi Greg et Megan, n'est-ce pas? Oui. Tu les as poursuivis dans la chambre principale. Il y a une impression de brutalité due à la proximité de ces meurtres. Et ce genre de violence intense suggère, franchement, quelque chose de plus que de la légitime défense. Tristan était bien dans la chambre principale, non? Non, il était dans sa chambre. Il était dans sa chambre? Oui. Tout seul? Oui. Il était enfermé là-dedans? Je pense que Megan lui a demandé de fermer la porte. Quand est-ce que c'est arrivé? Ça a dû arriver pendant qu'on était dans la pièce. C'était inévitable, tu l'as entendu? Non, je ne l'ai pas entendu, mais elle a sûrement dit de s'enfermer, car en arrivant, il était déjà enfermé. Il a donc dû le faire lui-même. Tu es juste en train d'inventer maintenant. Voici la conclusion de l'une des affaires les plus déchirantes que nous ayons connues. Adam Matos vient d'achever un procès éprouvant de 2 semaines, luttant pour sa vie. Mais après moins de 3 heures de délibération, le jury revient avec son verdict. Adam Matos, le jury a rendu son verdict. Nous, le jury, déclarons ceci. L'accusé est coupable de meurtre au premier degré concernant Nicolas Léonard, comme indiqué dans l'acte d'accusation. Tous, 12, hein? Les 12 jurés étaient d'accord, il était coupable pour chacun des 4 meurtres. Pensait-on vraiment qu'il serait acquitté des 4 accusations de meurtre? Non. On savait qu'il allait sûrement être reconnu coupable. Alors, le jury n'a pas pu s'accorder à l'unanimité sur la peine de mort, pourtant exigée par la loi de Floride à l'époque. Adam Matos a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Quant à son fils Tristan, il est chez la famille Brown. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car nous avons eu l'occasion unique de discuter avec Adam Matos, là où il purge sa peine au centre correctionnel de Blackwater River à Milton, en Floride. C'était une interview exclusive de Prime Crime. Et toutes ces années plus tard, Adam Matos n'a pas abandonné sa revendication de légitime défense. Eh bien, quand je suis rentré chez moi, j'allais parler à Megan et dire au revoir à Tristan. Et il ne me restait plus beaucoup de temps pour être avec mon fils. Mais cette fois, il y avait quelqu'un d'autre en plus de Tristan et Megan, son nouveau petit ami. J'ai été confronté à Nicolas Léonard. Et quand je suis entré dans la pièce, il m'a attaqué. Et c'est là que toute la situation a commencé. Et vous savez, on se battait dans la pièce. J'essayais de lui arracher le pistolet des mains. Et j'ai trouvé un couteau sur la commode. Et j'ai utilisé le couteau pour le poignarder au bras. Et il a commencé à saigner partout dans la pièce. Et on se battait pour le pistolet.
Et son père est entré avec un fusil et elle dit à son père de me tirer dessus. Alors je dis à son père, s'il te plaît, ne me tire pas dessus. Greg, tu sais, ne fais pas ça. Tu sais, je connais ces gens depuis, presque 10 ans. Tu sais, qui me tire dessus, c'était vraiment fou, tu sais. Et c'était un choc, tu sais. De me retrouver face à un fusil, c'est pointé par quelqu'un que je connais, que j'aime et dont je prends soin. Et donc, il appuie sur la gâchette et le fusil s'est enrayé. Alors que son père essayait de faire fonctionner le fusil, j'ai pu retirer le pistolet des mains de Nicolas Léonard. Et c'est à ce moment-là qu'un coup est parti et que je lui ai tiré dessus. À ce moment-là, son père et Megan se sont précipités dans la chambre principale. Et je me suis précipité dans la chambre principale. Je ne réfléchissais même pas. C'était juste une réaction à ce qui venait de se passer pendant qu'il était dans le placard en train de recharger un autre fusil. Et je lui ai tiré dessus 2 fois. Megan était dans la pièce. C'est alors que je lui ai tiré dessus. Elle semblait tenir une arme, mais plus tard, j'ai vu que c'était un téléphone ressemblant à un pistolet. Et je n'ai même pas réfléchi, je lui ai juste tiré dessus. Quand j'ai vérifié Nicolas Léonard, j'étais tellement en colère à cause de ce qui s'est passé. J'étais dans une telle rage à cause de ce qu'il a fait. Tu sais, venir chez moi avec une arme et provoquer tout ça. J'ai attrapé un marteau et j'ai commencé à lui fracasser le crâne. Quand sa mère est rentrée à la maison, c'est là que j'ai réagi. Je pensais qu'elle essaierait de me tuer aussi. C'est à ce moment-là que je l'ai attaquée et que j'ai aussi utilisé un marteau sur elle. Quand on se retrouve dans une situation où sa vie est menacée, quand des gens sont sur le point de vous tuer, on passe automatiquement en mode défense. Vous savez, c'est la partie reptilienne de votre cerveau qui prend le dessus et vous ne réfléchissez même plus de façon logique. Vous savez, toute pensée rationnelle disparaît complètement. Vous savez, il s'accroche peut-être encore à la croyance qu'il était celui en danger et qu'il essayait simplement de se protéger, lui et le jeune Tristan. Mais je vais vous dire, le jury, les véritables décideurs, n'étaient pas d'accord. Ainsi s'achèvent certains des cas de légitime défense les plus marquants que nous avons présentés sur Prime Crime. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, tout le monde. Je suis Jesse Weber, et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.